Merci beaucoup. Mais je suis ravie d'être parmi vous. Il y a une dizaine d'années, j'étais postdoc et puis je voyais les membres réguliers présentés. Et puis j'étais là, oh, j'espère un jour être à leur place. Puis c'est aujourd'hui. Puis passer juste après Antoine, c'est comme je boucle une boucle. Donc je suis ravie et émue à la fois d'être ici parmi vous. Donc j'ai 60 secondes de moins, donc je ne peux pas faire trop dans les anecdotes. Donc je vais vous présenter mon parcours et puis les travaux de recherche qu'on développe dans mon laboratoire à l'UQAM depuis 2022. Donc juste pour me présenter un petit peu, j'étais une petite fille fascinée par les arbres, puis en fait je suis devenue une adulte toujours autant fascinée par les arbres. Adolescente, je regardais la télé, je voyais les actualités, j'entendais parler de pollution, de changement climatique, etc. Puis je trouvais que les adultes, ils n'avaient pas l'air de faire grand-chose. Donc, je me disais, adulte, c'est sûr que je veux trouver un métier où j'essaie de travailler sur ces questions, puis de travailler sur les arbres. Donc, j'ai fait des études de biologie, d'écologie forestière et en master à Bordeaux, en France. J'ai eu un cours d'écophysiologie végétale et où j'ai découvert que des séquoias géants étaient capables de transporter de l'eau de leurs racines jusqu'à leurs feuilles à 110 mètres de haut, et le tout uniquement grâce à l'énergie solaire, sans utiliser leur propre énergie. J'ai trouvé ça fascinant. Nous, êtres humains, on est incapables de faire des pompes à eau aussi efficaces. Je me suis dit, OK, je vais aller toquer à la porte de ce chercheur. C'était Sylvain Delzon, pour lui demander un stage. Au final, il m'a présenté Annabelle Porté. J'ai fait 2 stages avec eux, mon doctorat avec eux. Et je suis rentrée dans ce fabuleux monde de la sécheresse et des chênes. Donc, vous allez à nouveau entendre parler du chêne pédonculé et du chêne vert. Et donc, dans cette forêt dunaire d'Ourtin, une forêt dominée par du pin maritime, vous avez le chêne vert qui, comme semblait s'établir depuis le siècle dernier. Donc, le chêne vert, c'est une espèce, vous le voyez ici dans la carte en haut, typiquement méditerranéenne. Dans le sud-ouest de la France, on est vraiment en limite nord de son aire de répartition. Tandis que le chêne pédonculé, lui, il est en limite sud de son aire de répartition dans ces forêts dunaires. Et c'est une espèce à valeur patrimoniale qui, lui, était bien établie. Puis depuis plusieurs années, on observait des dépérissements. Et donc, la question, c'était comment 2 espèces co-occurrentes de chênes répondent différemment à la sécheresse et puis pourraient expliquer leur patron de distribution. Donc, très vite, durant mon doctorat, en fait, j'ai réalisé que je peux utiliser des outils d'écophysiologie végétale pour répondre à des questions d'ordre biogéographique. Donc, je peux comme étudier des patrons de distribution à différents endroits au sein de l'aire de répartition d'une espèce, puis étudier des mécanismes pour essayer de comprendre ces patrons de distribution. Je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Donc, trop vite. J'ai étudié différents événements de colonisation du chêne vert, donc dans ces forêts au nord de son aire de répartition. J'ai étudié aussi j'ai fait plusieurs études sur des événements d'extirpation, donc d'extinction locale de population en limite sud de leur aire de répartition. Puis j'ai passé beaucoup de temps dans cette forêt dunaire à regarder le long de la dune en haut, le long de différents transects en bas, où est-ce que mon chêne pédonculé dépérissait. Donc, il dépérit partout, mais en haut de la dune, il avait encore plus de mal. Puis l'idée, c'était, OK, je peux utiliser l'écophysiologie. C'est vraiment une question qui est liée à la sécheresse. Donc, pour comprendre c'est quoi les mécanismes qui influencent la mortalité des arbres suite à une sécheresse, puis d'étudier ces stratégies d'adaptation des arbres à la sécheresse. Donc, j'ai 14 minutes maintenant, donc je vais pas vous rentrer dans le détail de tous les mécanismes qui rentrent en jeu dans la mortalité des arbres induits par la sécheresse. Et comme je vais vous rabâcher le terme vulnérabilité à la cavitation après plusieurs fois, il faut quand même que je vous en parle un petit peu, et notamment du dysfonctionnement hydraulique. Donc, c'est un des mécanismes qui rentrent en jeu dans la mortalité des arbres suite à une sécheresse. Donc, quand vous avez une sécheresse dans l'appareil vasculaire d'un arbre, vous avez les potentiels hydriques qui deviennent de plus en plus négatifs. Donc, c'est ce que vous voyez ici, les potentiels hydriques qui deviennent de plus en plus négatifs. Au-delà d'un certain seuil, selon les espèces, vous avez l'apparition d'une bulle d'air. Et cette bulle d'air rend votre conduit impropre au transport de l'eau. Et quand vous avez l'embolie qui se propage de conduit en conduit, quand la sécheresse devient de plus en plus intense, ça devient très problématique pour l'arbre. Et au-delà d'un certain seuil, ça va induire sa mortalité. Et donc ici, vous avez une courbe. Donc quand vous avez l'apparition de l'embolie, c'est ce qu'on appelle la cavitation. Vous avez une courbe de vulnérabilité à la cavitation pour une espèce, donc ses potentiels hydriques en fonction de son taux d'embolie. Puis vous pouvez en déduire différents paramètres.
Donc, le potentiel hydrique qui induit 50% d'embolie, puis le potentiel hydrique qui induit 88% d'embolie, par exemple. Puis pourquoi je vous parle de ces paramètres? Bien parce qu'en fait, il y a des études qui ont montré que chez les conifères, la mortalité arrive à 50% d'embolie. Donc, il faut que 50% d'embolie pour induire la mortalité chez les conifères. Et durant mon doctorat, je m'étais posé la question, OK, mais alors est-ce que c'est la même valeur pour les angiospermes? J'avais montré que pour les angiospermes, on est plus proche des 88% d'embolie. Puis ça, c'est intéressant d'avoir ces différents traits fonctionnels, puisqu'on peut aller sur le terrain, donc c'est ce que j'ai fait, je vous dis, ma forêt, mesurer des potentiels hydriques au moment le plus sec de la saison de croissance, puis aller comparer ces potentiels hydriques par rapport à cette fameuse ici P88, donc ce seuil de dysfonctionnement hydraulique qui est lié à la mortalité des arbres. Et donc, quand on fait l'écart entre ces différents potentiels hydriques, on obtient une marge de sécurité hydraulique. Et si cette marge de sécurité hydraulique est négative, ça veut dire que cet arbre, dans cette population-là, à cet endroit-là, a dépassé son seuil de dysfonctionnement hydraulique qui est vraiment à risque de dépérissement. Puis c'est ce que vous voyez ici, le chêne vert a une marge de sécurité hydraulique très élevée, 4 mégapascales, donc tout va bien pour lui dans cette forêt, alors que pour le chêne pédonculé, on était très proche de 0. Et donc, les mécanismes correspondaient bien à ce que je voyais, à mes patrons de distribution que je voyais sur le terrain. À la fin de mon doctorat, j'avais trouvé un post-doctorat et j'avais repéré déjà depuis plusieurs mois un site internet du CEF qui postait différentes annonces de post-doc. Et j'ai vu une annonce à l'université de Sherbrooke, dans le laboratoire de Mark Whelan, où je pouvais étudier à nouveau des événements de comment utiliser cette fois-ci l'écologie des communautés pour répondre à des questions de biogéographie. Et donc, j'ai étudié en gros les capacités de migration de l'érable à sucre le long d'un gradient altitudinal. À la fin de ce postdoc, je fais OK, au final, je pensais venir seulement pour 1 an ou 2 au Québec, mais je ne veux plus repartir. Donc, je me suis dit OK, mais je veux mieux connaître le contexte des forêts au Québec. Comment on aménage nos forêts au Québec? Je veux avoir ça en plus dans ma trousse à outils. Et donc, j'ai contacté un collègue maintenant, Nelson Tifo, avec qui j'ai travaillé plusieurs postdocs, puis avec Alain Leduc et Yves Bergeron, où j'ai plus appris sur la sylviculture et le contexte d'aménagement écosystémique au Québec. Et durant ces postdocs à la direction de la recherche forestière, j'ai présenté mes travaux de doctorat et j'ai une collègue, Catherine Perrier, qui est venue me voir en me disant « Morgane, je modélise les habitats futurs des espèces. Je vois qu'en limite sud d'aire de répartition de certaines espèces, en Outaouais, j'observe une perte d'habitat. Maintenant, je pense que c'est la sécheresse, mais j'aimerais vérifier ça. Est-ce que tu serais intéressé pour qu'on travaille ensemble et qu'on monte des projets de recherche ?» Je dis, oui, bien sûr, depuis 2018. Donc, je travaille avec Catherine Perrier, ensuite avec Alison Monson et Steve Pépin. Et l'idée, c'est de simuler des climats futurs dans des serres, donc des climats de l'Outaouais notamment, et de prendre des espèces qu'on reboise principalement, donc l'épinette noire qui est en limite sud d'aire de répartition en Outaouais, et puis d'autres espèces, le pin blanc qui est plus au cœur de son aire de répartition. Puis je mesure plein de variables écophysiologiques, la survie, la performance, etc. Et on arrive à ce que je fais actuellement dans mon laboratoire de recherche. J'ai 3 grands axes de recherche. Donc, vous comprenez que le premier, c'est de la vulnérabilité des arbres au changement climatique et plus particulièrement la sécheresse. J'ai une question plus fondamentale qui est quels sont les processus physiologiques qui mènent au dépérissement des arbres. Ça paraît facile, mais on est loin d'avoir encore tout compris physiologiquement de qu'est-ce qui se passe quand un arbre a soif. Ma deuxième question, comme je vous le disais précédemment, c'est de se demander quel est le devenir de nos peuplements forestiers naturels et plantés en simulant des climats futurs dans des serres. Donc, je vous invite à aller voir l'affiche de Laurence Mélévêque, que je co-dirige à la maîtrise avec Steve Pépin à l'Université Laval. Donc, allez discuter avec elle de ces sujets-là. Vous avez compris que je m'intéresse aux aires de répartition. Je m'intéresse aussi à surveiller la vulnérabilité à la sécheresse des peuplements. Allez discuter avec Audrey Bédard, que je dirige à la maîtrise, sur comment on trouve des proxys pour la vulnérabilité à la cavitation. Zoé, qui présente demain, je pense, qui va vous parler de sécheresse et puis de production acéricole en Outaouais, qui est en postdoc avec moi et Audrey Maheu. Ma deuxième thématique de recherche, c'est je vous parle de sécheresse depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça qui va affecter nos forêts avec les changements climatiques.
Donc, je m'intéresse aux effets du stress hydrique en interaction avec d'autres facteurs biotiques ou abiotiques sur la performance des arbres. Et c'est là aussi notamment que je vais me poser des questions de tel traitement sylvicole, comment il va affecter la vulnérabilité à la sécheresse de nos peuplements. Et enfin, pour répondre à ces deux thématiques de recherche, il faut vraiment appréhender quelle est la variabilité puis la diversité des traits fonctionnels. Donc, je travaille plus sur des traits fonctionnels hydrauliques. Mon truc, c'est l'eau dans l'arbre. Mais je m'intéresse quand même, ces questions-là sont applicables à d'autres traits fonctionnels. Donc, comment la variabilité, qu'elle soit entre organes, entre individus, entre populations, elle va intervenir dans la résilience des peuplements. Puis pour répondre à cette question-là, il faut juste mieux connaître cette variabilité. Donc, je vous invite à aller voir l'affiche de Tanjina, que je dirige au doctorat avec Eric Searle, et elle s'intéresse aux conditions de croissance et comment ces conditions de croissance vont affecter la vulnérabilité à la cavitation des espèces, et notamment la disponibilité en eau et la composition des peuplements. Et Sabrina était venue l'année dernière, donc que je co-dirige en maîtrise, avec un peu la même question de recherche, mais elle se demandait comment l'augmentation du CO2 allait affecter la vulnérabilité à la cavitation des espèces. Et enfin, c'est bien beau de vouloir appréhender la variabilité intra- et interspécifique, mais il faut quand même bien standardiser nos méthodes de mesure et limiter cette variabilité, puis notamment avoir des bonnes pratiques de comment on reporte nos traits fonctionnels, est-ce qu'on donne une moyenne, comment on reporte l'intervalle de confiance, l'erreur autour de nos traits. Donc, c'est un exercice que j'ai fait pour la vulnérabilité à la cavitation. J'ai comme publié un guide des meilleures pratiques, mais il y a des choses qui peuvent être prises, je pense, pour d'autres traits fonctionnels. Tout ça pour conclure, voilà, que je travaille sur ces sujets de l'individu à l'ère de répartition. Puis, vous l'avez entendu plus tôt ce matin, tout ce qui est EDI, c'est dans la recherche, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Je pense qu'on peut encore avancer, donc c'est moi, s'il se passe quelque chose, je suis là, entre autres, pour le colloque. Puis, je vous remercie beaucoup de votre attention.